là, on va parler de un peu la suite de ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire qu'avant, je vous ai montré comment on fait une base de données, machin, comment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour faire tout ça. Là, on est dans une autre phase où on va être plus dans à la fois l'utilisation de l'IA symbolique pour construire un monde fictionnel, et ensuite comment on va utiliser l'IA pour développer ce monde fonctionnel autour de fiction. Donc, c'est un projet qui est fait avec Laura, qui date déjà de quelques années. On reviendra sur l'historique. Et donc, le but, c'est de travailler avec des étudiants dans un atelier pour essayer de les sensibiliser aux possibilités de la narration générative. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on la met en place? Quelles contraintes ça implique? Et, et de les faire réfléchir aussi au futur de ce que ça pourrait être. Je continue. Cet atelier en question, il est fait en collaboration entre le RIT, hein, le Rochester Institute of Technology, le Centre for Engaged Storycraft, dont s'occupe Laura. Et donc, là, ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment la méthode qu'on a au fur et à mesure du temps élaborée pour travailler avec les étudiants sur ces questions-là. Donc, notamment la forme que prend cet atelier, hein, parce que entre, entre Rochester et Paris 8, il y a quelques milliers de kilomètres. Donc, comment est-ce on s'organise ça? Et comment est-ce qu'on a mis en place ces dernières années des outils particuliers, donc encore au MKS, mais aussi des choses comme Comfy UI qui permet de générer des images avec le modèle Stable Diffusion, et puis plus globalement le LLM. All right. So I'll give a little bit of the chronology, the timeline for the workshop. So the workshop grew out of a model developed by Philippe Boots from an intensive Erasmus program he organized with University Complutense de Madrid. And also some digital literature workshops that Philippe and I organized with colleagues in Ghana and Benin in West Africa. So that was in 2011. And then in the fall of 2018 was the first partnership between University of Paris 8 and RIT. In spring of 2023, Samuel joined and took responsibility as the co-leader of the workshop and started to create this Omeka S generative narrative database and developing the research out of that. And then in spring of 2024, we started to experiment in the workshop with the large language model AIs. And this coming spring will be the 8th year that we've held this transnational digital creation workshop. So AI did not just emerge last year. Sorry. Thank you. So a couple things about just our methods. The workshop's really organized around practice-based workshops activities. So the idea is that the students will use their creative explorations to pursue questions, research questions about what is a narrative, what's a narrative experience, how does AI change the way we understand or experience narratives. The course is a shared course between our two universities and also bridging these two countries, France and the US. We place the students in transnational teams based on their interests, so combining the French and the American students. The students come from all different disciplines. The RIT students come from computer science, from digital humanities, from illustration, film. The University of Paris 8 students come from digital humanities, from art tech. Anywhere else, Samuel?
Oops. Oh, can you go back, Samuel? Sorry. Oh, okay, sorry. No, no, that's okay. Um, I just wanted to mention that we try to have the transnational collaboration shapes the themes, the content of the stories, and also the students' methods. So often the students explore themes of global concern, intercultural communication, uh, questions of language, but they also obviously are navigating language, time differences, different digital cultural practices and Oh, sorry, applications. sorry, sorry. That's okay. Maybe next slide now. Thank you. Oh, previous one. Sorry. Can you go back once? Yeah, There. yeah, Oh, no. Back one. Yeah, yeah, this perfect. one. All right. So just to say a little bit about before the workshop begins, I always try to introduce digital literary practices as sites of experimentation and places where there's the possibility for reflexive knowledge production. I based on my background in the history and philosophy of technology and digital cultures, I always stress to students that computers were not originally conceived of as technologies for multimedia communication or for storytelling or for generating language. So that kind of emerged haphazardly over the course of their evolution. And I try to underscore this long history of artists and programmers who've experimented with these technologies and explored their potential, their creative and expressive and knowledge building potential. So on the right, I have a picture of the well, I mentioned Ada Lovelace's information programs, her computer programs, her poetical science of her imaginary program, the love letter generator that Alan Turing and Christopher Strachey made, which is pictured at the right, the lists that they used to write love letters from the Manchester University computer. Uh, of course, Oulipo is a important influence, ASCII art, digital literature, games, and music, um, semantic story generators like Tailspin and Universe, Bulbs generators, Scheherazade, just to give a little context. And then also the large language model AIs that generate text and images today. But I try to underscore just these different creative engagements with uh, the technologies that have led up to the present moment so they understand some of that history. And I guess next slide, if you don't mind, Samuel. Um, and I try to underscore digital creation as an experimental science with two sides. One, on the one hand, that through their literary creation, they can explore the possibilities of narrative, both expressive and artistic potential. Think about how these technologies and specific media change the way we understand stories and storytelling and experience them. But the flip side, I always underscore that quite a few of these creative experiments with technologies are ways to get a different perspective on and to question some of the limits and shortcomings of these technologies and specifically the way they're used in dominant culture. So paying attention to their hallucinations, their ideological limits, their bias, and to use the creative trajectory to explore other potentials to these technologies. So I just put a couple examples here, but Text Rain is just a wonderful early installation of a poem where the viewers stand and their movements are able to shape the words that are falling like rain on the screen in front of them. And then the second drift by Oh, Terry sorry. Rube, oops, that's okay, is an installation work, a GPS installation work. And through this, she has sensors placed in the ocean that move with the tides and also sound that's triggered by sensors as people walk through this installation. But she really tries to think about our sense of time and space
as a result of GPS technologies and whether we can actually get lost anymore. And she's also playing, obviously, with the idea of the derive of the drifting as a different way of understanding and occupying space than the standard, GPS encourages. All right, so next slide, if you don't mind, Samuel. So again, before the workshop actually begins in Paris, we try to inspire students with this history of narrative methods and generative narrative methods that were pre-digital, things like sonnets, some of the Oulipo experiments. On the right, I have a picture of an early plot robot. So another example of just ways that people used different templates or models to create stories or to try to automate the creation of stories before computers. So this tries to give them some history, also the history of multimedia narratives and stories from AI are a source and context. And also, I have started, and I'm hoping this year to do more with this, is I've started teaching a long history of story generators, pre-digital and then also digital ones that have led up to large language model AI. So my contemporary students understand that every story generator has a model of language, of storytelling that it realizes, the Plato assumes that a story is a plot. And so by looking at these different attempts to model storytelling, we can look at some of the ideological assumptions about what's important in a story, and we can also critique those and try to come up with better models of story as a result. And I think Samuel will talk about his approach, but I think Samuel's ecosystem is another good example of trying to encourage our students to think about the different ways that you can generate stories and combining some of these different methods as maybe a future goal rather than relying on the large language model AI and the predictive AI technology. All right, I think one more. Yes, and then the last kind of piece of the workshop is, thinking about the history of transnational collaboration and multimedia collaboration as a source of inspiration, and especially when the students are in Paris. We talk about, of course, Gertrude Stein and Pablo Picasso, and I love to also bring in this remix. It's a DJ electronic music, DJ Spooky remix of Gertrude Stein's poem, If I Told Him, a Completed Portrait of Picasso, which kind of leads us right up to the digital age. And I guess next slide, if you don't mind. And then we also obviously review the narrative elements. And I think Samuel will go on and talk about how these are set up in the Omeka S database. So I will hand it over to you, Samuel. Ok, ok, ok. Thanks. Merci Laura. Oui, donc pour arriver à sensibiliser les étudiants à ces fictions génératives, on a un processus qu'on a élaboré en collaboration avec Philippe Boots il y a déjà quelques années. On a un modèle très, très simple, très, très générique, et on essaye de l'appliquer. Alors tous les ans, ça change un peu, il y a des nouveaux outils qui apparaissent, on essaye de s'adapter, mais le modèle général est relativement le même. On a dans un premier temps la définition d'un monde, c'est-à-dire qu'on va définir un monde fictionnel à travers un modèle qu'on va définir. Ok. Donc là, depuis quelques années, le modèle qu'on propose aux étudiants pour gagner du temps, hein, on pourrait les faire travailler sur le modèle, mais là, pour gagner du temps, c'est un modèle très générique, hein, c'est celui que vous avez à l'écran. On a des récits, des actants, des objets, des lieux, des affects et des événements. Voilà, et on va demander aux étudiants d'instancier chacun de ces éléments du monde par une description simple, un mot, une phrase courte, etc. Donc ça, c'est la première étape. Et cette première étape, ça nous permet de montrer aux étudiants
la transformation entre du texte et un objet informatique. Donc, là, ce que vous voyez à droite, c'est l'interface Omeka qui permet de faire ça. Donc, les étudiants saisissent du texte et à un moment, ils appuient sur un bouton et le texte va être transformé en objet informatique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la base de données, on va avoir une item, une item particulière et à cet item-là, on va pouvoir associer d'autres propriétés. Et donc, c'est la première étape pour juste comprendre que ben, un texte, c'est un texte, mais un objet informatique, c'est pas juste un texte. Il y a autre chose dedans. Il va y avoir des propriétés supplémentaires. Et c'est dans la définition de ces propriétés qu'on va pouvoir élaborer la deuxième étape, qui est comment est-ce qu'on passe du monde à un état du monde. On a un premier cycle génératif qui va prendre les éléments du monde et va l'associer dans leur virtualité, dans leur potentialité, pour dire à un moment, voilà un état du monde. Et cet état du monde, je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça correspond. Et c'est la deuxième étape, l'état du monde. La troisième étape étant euh, la médiatisation de cet état du monde. Donc c'est à cette troisième étape que les étudiants, par rapport à l'état du monde, vont faire, je ne sais pas moi, des vidéos, de la musique. Alors là, on est beaucoup plus sur des pages web avec images et textes, etc. Mais on peut imaginer de transformer cet état du monde en n'importe quel autre média. Voilà. Donc le modèle très simple, trois étapes. Et pour chacune de ces étapes, on accompagne les étudiants de la transition de chacun. L'avantage de ces étapes, c'est qu'elles sont autonomes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des manières de faire le monde, des manières de faire les états du monde et des manières de médiatiser les états du monde. Donc là, très concrètement, bon, vous avez vu un peu tout à l'heure à quoi correspond Omeka. Donc, on a cet outil qui permet de transformer du texte en objet. Et là, vous voyez donc à droite, c'est l'outil qui permet de faire la transcription. Et à gauche, vous voyez à quoi correspond une item dans la base de données. Donc là, on voit tout en haut, c'est une item de classe story. Donc ça, c'est une histoire. Et chacun des éléments de l'histoire renvoie à une autre item. D'accord. Et après cet item-là, on va pouvoir la décrire, ajouter les médias dessus, rajouter des informations, des poids, etc., etc. L'idée est de faciliter la génération de ces objets informatiques avec des outils. Pardon. Alors ensuite, alors là, on est dans la transition entre l'État et le média. Là, ce que vous voyez ici, c'est une copie d'écran d'un outil qui s'appelle ComfyUI. ComfyUI, c'est un outil open source hein, qui est gratuit, qui s'installe sur une machine et qui permet de faire tourner des modèles comme Stable Diffusion ou d'autres qui sont accessibles et qui fonctionnent sous la forme d'un flux. J'ai oublié le terme que eux ils emploient. Ça va peut-être revenir, mais peu importe. On va créer les différentes étapes de la génération d'une image. Là, vous voyez, il y a plein de box, hein, il y a plein de boîtes. Chaque boîte va avoir sa particularité, va utiliser un modèle particulier pour, à partir d'un prompt hein, que vous voyez en haut à gauche, là, transcrire ce prompt, ce texte, en image. Alors, j'aurais aimé vous le montrer. Alors, je peux vous montrer quelque chose, sauf que aujourd'hui encore, ces outils-là sont très sensibles. C'est-à-dire que la semaine dernière, tout s'est cassé. Oh. Et donc, il a fallu que je réinstalle et j'ai pas eu le temps de tout réinstaller. Et donc, je peux vous montrer très basiquement si je retrouve où est-ce qu'il est. Ah non, attendez, pardon, excusez-moi. Euh, voilà, ok. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc, on a des box et pour chacune des box, on va définir des propriétés. Alors, c'est très complexe. Il y a des milliers de paramètres. Heureusement comment bricoler, hein, on est encore dans le bricolage ici, il y a beaucoup de tutoriaux.
C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de choses sur internet. Il y a une grosse communauté qui utilise Comfy UI et donc on Mhm. trouve plein d'exemples de, ce qu'ils appellent un workflow, voilà. Beaucoup d'exemples de workflow. Mais aujourd'hui, c'est relativement complexe parce que un workflow va marcher par rapport à un modèle particulier, par rapport, ça s'appelle comment, une box, zut, excusez-moi, je vais vous dire ça tout de suite. Un node, hein, c'est un node particulier. Il y a des gens qui vont développer des boîtes comme ça, vraiment très spécifiques pour faire des choses, mais elles vont marcher que si on utilise tel. Donc c'est très, très complexe. Et l'idée à travers ça, c'est donc ça prend beaucoup de temps, hein. Là encore, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bricolage. Mais une fois qu'on a fait ça, là, par exemple, si je mets un prompt du style euh, un paysage numérique d'hiver, je pense, je mets un truc complètement au hasard, je ne sais pas du tout ce que ça va générer. Et j'appuie ici sur mon petit bouton. Donc, vous voyez, il me met en vert ce qu'il est en train de faire. Donc, il a déjà chargé le modèle. On a défini un certain nombre de prompts négatifs. Voilà, voilà. Donc, hop, il calcule. Et voilà. Donc, il m'a créé une image qui correspond à ce paysage numérique d'hiver et qui me semble relativement cohérent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces outils-là sont accessibles via des API, une fois de plus, hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interroger Comfy UI directement, de manière complètement transparente pour l'utilisateur, à travers un bouton, hein, un bouton tout simple, qui va aller envoyer la commande à Comfy UI et on va récupérer le résultat et on va, grâce à ça, pouvoir créer. Alors, une fois de plus, ça c'est dans Omeka. Alors, je vais retourner dans ici. Voilà, je pense que c'est le. Non, c'est pas le net, je vous le montrerai après. Donc, on va pouvoir piloter ça à travers une interface plus conviviale, plus simple. Donc, on va pouvoir décorréler le modèle de génération d'images, très complexe, hein, qui va prendre un temps fou à bien ciseler comme il faut, et le moment où on va l'utiliser. Et comment on va juste changer le prompt, d'accord, pour un modèle particulier. Donc, on a créé dans Omeka dans la base de données, on a créé tous les outils nécessaires pour pouvoir stocker tout ça et dire, bah, telle, telle histoire, elle va utiliser tel modèle de Confi UI pour générer les images qui correspondent à, à ce qu'on veut produire comme type de média. Je continue, Laura? Donc ça, Ah c'est oui, juste une oui, petite illustration pour dire, bah, chacun de notre côté, on arrive à communiquer. On a un outil qui s'appelle Zoom, tout le monde connaît. Et donc, avant qu'on se retrouve dans une semaine intensive, on va faire un certain nombre de dialogues pour construire des équipes, définir les thématiques des scénarios, commencer à prendre en main les outils de la base de données, etc., commencer à se rencontrer. Voilà. Je continue aussi. Donc, on prépare le oui, oui. voyage. On n'oublie rien. Donc, ça, c'est surtout Laura qui veille à tout ça parce que Ouais. nous, on est à Paris 8, on reste à Paris 8. Pour l'instant, on n'a pas encore les budgets pour venir tous les ans. Peut-être un jour, on va l'avoir. Peut-être, peut-être pas. On ne sait pas. Peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc, nos collègues américains viennent à Paris 8. Euh, et donc, pendant l'atelier, on va remettre tout ça à plat et on va travailler avec les étudiants sur donc ces trois étapes dont je vous parlais, hein. Donc là, c'est un autre outil. Alors là, je pense que je peux vous le montrer. Voilà, ici, hein. Donc, ça, c'est encore une application web qui utilise Omeka. Alors, vous allez me dire pourquoi Omeka, il a des actions. Non, c'est juste que Omeka, c'est très pratique. On peut développer, on peut modéliser n'importe quelle base avec Omeka. Et c'est du web sémantique open source, et donc c'est très pratique. Donc là, l'idée, c'est qu'on choisit une histoire. Donc là, moi, j'ai mon histoire qui est là. On a accès aux différentes objets qu'on a définis, et notamment des objets très particuliers qui sont les événements.
Donc, dans le modèle qu'on a développé cette année, on a fait des événements un peu le cœur excusez-moi, c'est ma fille qui arrive, donc elle me fait coucou, je lui fais coucou. Pardon. Et donc là, on a les images toutes les images qu'on a générées par rapport à cet événement, et puis la description de l'événement, qui a quelques propriétés toutes bêtes. Euh, Quel est l'événement qui se produit si l'événement en question est valide? Donc là, notre événement, c'est Tom see Jerry. Tom regarde Jerry. Si effectivement c'est valide, Tom attrape Jerry. Si par contre cet événement-là n'est pas valide, et il y a un échec, dans ce cas-là, il y a la possibilité de soit que Jerry fait une farce à Tom, soit Jerry s'en aille. D'accord? Alors là, on a la liste de tous les médias. Donc, vous voyez, c'est là où Omeka est très pratique parce qu'on génère des choses via des API, puis hop, à la volée, on stocke ça dans Omeka. Donc, ça permet de pouvoir très facilement avoir des bases pour ensuite étudier tout ça. Quel est le modèle qui marche le mieux? Quel est le prompt qui marche le mieux? On va pouvoir comparer tout ça. Donc ensuite, grâce à ces définitions d'événements, de liens avec des événements, on va pouvoir créer dynamiquement un storyboard. Voilà. Mm. Donc ça, c'est fait à partir de la base de données, hein. Donc si je change la base de données, mon schéma, il sera fait dynamiquement. Donc là, c'est le storyboard des potentialités du monde. D'accord? Donc on démarre ici, hein, on crée une nouvelle story, et puis on a des conditions initiales, et après, si ça se passe bien, on va là, si ça se passe mal, on suit le rouge, etc., etc., etc. D'accord? Et ensuite, alors je vais juste enlever ça parce que j'ai peur que ça bug. Ça, c'est juste le lien vers Comfy UI. Mais comme je l'ai pas encore bien paramétré, il ne va pas marcher. Donc si je l'enlève, il ne va pas l'utiliser. Donc on a notre modèle, on a la potentialité des états du monde et on va créer un état du monde. Alors là, on va mettre oui, pourquoi pas. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va choisir quel type de prompt on veut utiliser, quel modèle de génération on va utiliser. Donc Disney Cartoon, défaut prompt ou comique Disney. Voilà. Et là, il nous a généré un storyboard. Donc c'est Tom cherche Jerry, il la voit. Ça, là, le petit croix, ça dit que ça ne s'est pas passé. Donc, Jerry s'en va, il s'enfuit, mais il rate de s'enfuir. Donc, Tom essaie d'attraper Jerry. Il est réussi et il mange Jerry. Ah, catastrophe. Alors, on a mis en place un système de pondération des événements parce qu'au départ, Tom, il n'arrêtait pas de manger Jerry. Et normalement, Tom, il n'arrive jamais à manger Jerry. Donc, on avait mis tout un tas de pondérations, mais ça se produit encore. Alors, on peut en générer autant qu'on en veut, hein, voilà, j'en mets une nouvelle. Donc là c'est Tom qui arrive à s'enfuir. Il fait une farce à Tom, ça se passe bien. Il s'enfuit, il le cherche, il refait une farce, il le cherche, et puis il ne le trouve pas et il refait une farce, et voilà. Donc, c'est un modèle qui est très très simple, hein, qui peut être complètement changé. Là, l'avantage de cet outil, c'est qu'on va pouvoir rechercher tous les storyboards qu'on a déjà fait. Et donc, par exemple, ici, alors non, pardon, on va prendre un autre là. Voilà. Mhm. Ici, c'est des storyboards passés où on avait fait des générations avec Comfy UI et avec un autre élément dont je vous parlerai plus tard, qui est un générateur automatique de prompt qui utilise les modèles Balpian pour le faire. Donc là, on a un prompt qui est Cartoon of Jerry the Mouse and Tom the Cat in a kitchen background. Tom is looking for Jerry. Alors, bon, là, du coup, Tom is looking for Jerry. On voit pas Tom, on voit juste Jerry qui regarde et bon, on se demande ce que c'est. Là, on ne sait pas si c'est un chat ou une souris. Bon, en même temps, on a les deux couleurs de Tom et Jerry, mais voilà. Donc,
là, tout ça, c'est des work in progress, hein. Petit à petit, on essaye d'améliorer les choses, de trouver les bons modèles, de trouver les bons prompts. Je peux vous donner peut-être, si dans les plus On anciens, arrive un peu à la fin de votre temps, si jamais vous pouvez conclure. OK, OK. Voilà. Donc juste un exemple de prompts qui n'ont rien à voir avec, mais que la machine est capable. Donc il y a plein de tests qui se font, comme ça. Pardon d'avoir été si long. Donc voilà l'écosystème, hein, de génération. En partant de la droite, on a Omeka qui permet de gérer la base de données. On a des applications web qui permettent de gérer des storyboards et puis des premiers exemples. On a le générateur de Balp, je ne vais pas aller plus loin, et on a Comfy. Donc tout ça est en relation écosystémique. Je fais vite, hein, ça c'est le Tom et Jerry et quelques images qui ont été générées. Euh, Laura, tu veux reprendre la parole ou je continue? Sure. And this is just, yeah, after, or well, during the workshop, of course go and visit sites of cultural interest, the American students do, and explore the context and inspiration that is art in Paris. And then do you want to go ahead, Samuel, and just Yeah, explain yeah. Ok, donc là, ce examples? sont les exemples des histoires qui ont été générées par les différents étudiants, hein. Donc, vous voyez à gauche quel est l'étudiant, quel est le titre et comment il a fait. Alors, vous voyez, les scénarios sont plus ou moins complexes, hein. Et donc voilà. Donc, l'année prochaine, on va continuer, hein, après l'atelier on continue et on améliore, hein. On est encore dans du work in progress, hein. C'est-à-dire que là, l'idée, peut-être qu'on va développer cette année, c'est comment, à partir des potentialités scénaristiques, on va directement intervenir dans cette carte-là pour ajouter des informations. Pour l'instant, la carte est générée, mais elle n'est pas interactive. Donc là, l'idée, ça serait peut-être de la rendre interactive pour modifier des choses, rajouter des documents, etc., etc. Et puis, je pense aussi intégrer des générateurs de texte à la fois balpiens, mais aussi plus LLM comme Olama, etc. Enfin, on a encore plein de choses à faire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.